Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, bienvenue sur Radio Fringale pour un nouveau numéro et aujourd'hui on continue, on arrive sur la fin de nos séries, de notre série Mercato Preview de la saison 2026, il nous reste 2 équipes, je vous dévoile pas encore la dernière mais celle en tout cas dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre sur la miniature, c'est la Visma Leasebike de Wout van Aert, de Jonas Vingegaard ou de Mathieu Brennan. On va analyser le mercato de cette équipe. Est-ce qu'ils ont réussi leur mercato? Est-ce que ou plutôt on va vers une Visma qui s'affaiblit? Et puis dans le deuxième temps, du coup, on fera un petit peu, on se penchera sur la saison et on estimera un petit peu, les performances à venir de cette équipe, ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont tout gagner? Au contraire, est-ce qu'ils vont commencer à subir la concurrence des autres équipes? On va se pencher là-dessus. Et pour m'accompagner ce soir, 3 chroniqueurs aguerris, avec dans un premier temps Nico. Comment ça va, Nico? Et ça va super. Bonjour à tous, bonjour Titien, bonjour aux autres chroniqueurs. Mauro Schmitt a fait deuxième du Tour de l'Under alors que je ne l'avais pas pronostiqué, donc je suis très content. Donc comme quoi, le cyclisme suisse arrive encore à faire des petites performances au World Tour. Enfin, on va pas se chauffer pour ça non plus, mais enfin, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Et puis on a également avec nous Simon. Salut Simon, comment tu vas? Salut Titien, salut tout le monde. Très content de vous retrouver. Et puis très content aussi de moi d'avoir bien pronostiqué le vainqueur du Tour de Under. Donc je commence très bien la saison. Bravo Simon. Bravo Simon, effectivement. Moi j'avais eu celui du prologue, ce qui est déjà pas mal. Avec nous le dernier, celui qui a déjà fait des pronos faramineux. On verra si il va savoir être visionnaire sur la Visma 2026. C'est Poppy. Comment tu vas, Poppy? Salut à tous. Écoute, très bien, très en forme, très content de pouvoir faire cette émission avec vous trois sur la Visma. Beaucoup de choses à dire, donc hâte de commencer. Tout à fait, tu as bien raison. Alors, juste avant qu'on commence, 2 choses. Déjà, vous remercier parce que franchement, on fait un début de saison incroyable avec Radio Fringale. On fait notre meilleur mois de janvier. Donc, déjà, on voulait vous remercier d'être aussi assidus à nous suivre. On a de plus en plus d'abonnés, ça fait plaisir. Et vos commentaires également sont très sympas. Donc, merci, ça nous fait très plaisir et ça nous donne, écoutez, plein d'envie pour continuer. Mais le programme s'annonce copieux pour Radio Fringale sur le mois de février et puis tout le reste de l'année. Deuxième chose, comme vous le savez, Radio Fringale, nous sommes un podcast cycliste, mais nous sommes également une association. Et oui, et ça y est, les adhésions sont lancées pour l'année 2026. Donc on vous propose de devenir adhérent de l'association Radio Fringale. Alors pour ça, c'est dans la description de cette vidéo. Voilà, vous allez sur le lien Helloasso et là vous allez pouvoir adhérer à l'association avec 2 packs qui sont possibles. Un premier pack à 5 € où vous adhérez à l'association et ensuite vous pouvez participer aux décisions de l'association, etc., qui sont prises, participer à l'Assemblée Générale. Donc, ça vous permet d'avoir un petit pied dans Radio Fringale et d'y participer activement. Et puis, vous avez également un deuxième pack, un pack à 30 € avec cette fois-ci, donc, le pack numéro 1, c'est-à-dire l'adhésion et tout ce qui va avec. Et puis également, la paire de chaussettes qui va vous faire aller, à 100 à l'heure sur votre vélo, qui va vous faire gagner des watts, etc. Donc on vous offre une belle paire de chaussettes toutes blanches logotées Radio Fringale. Donc c'est des chaussettes qu'on a produit en partenariat avec Pente 12, qui sont totalement made in France, conçues et fabriquées en France. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez gagner des courses. Poppy, apparemment toi tu les as déjà utilisées et je crois que tu as gagné un certain nombre de watts, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup, entre 100 et 150 en général. Donc c'est très bien. J'ai pu toutes les montées. Très bien, voilà. En tout cas, le message est passé. C'est en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à adhérer. On va revenir à nos abeilles de la Visma. Est-ce qu'elles ont piqué en 2025? C'est la première question que j'ai envie de vous poser puisque, comme on le fait traditionnellement sur ces émissions Mercato Preview, on va donner notre note de la saison rapidement parce qu'on est beaucoup. Donc, on va essayer de le faire très vite. De la saison 2025. Nico, quelle note tu donnes à la saison passée de l'équipe Visma Leasebike? 8 sur 10. Ils ont été extrêmement solides. Ils ont remporté 2 grands tours. Ils ont fait 2e du Tour de France. Il y a évidemment les monuments se sont partagés entre Van der Poel et Pogacar, mais comment leur en vouloir? Et Van Aert n'a pas été ridicule. Il fait 2 4e places. Alors évidemment, on dit encore Van Aert, encore raté. N'empêche qu'il était là, n'empêche qu'il était fort. Il y a eu l'explosion de Mathieu Brennan.
qui a gagné plein, on en a déjà parlé dans plein de podcasts, on va pas y revenir, mais plein de courses. Donc moi, je vais faire très rapide. Ils ont été extrêmement solides et c'est un bon 8 sur 10. J'aurais même pu aller jusqu'à 9, mais on va y reparler. Il y a le mercato. Et donc, du coup, je le mets 8 sur 10. Je trouve que c'est une excellente saison de la part de la Visma. Simon, est-ce que tu vas aller dans le même sens que Nico? Je vais mettre une assez bonne note, mais un peu moins bien. Moi, je vais mettre 7. Parce que oui, il y a sur les grands tours, c'est une équipe qui a brillé. Par contre, en fait, derrière, c'est une équipe qui m'a un peu déçu. Il y a une seule course par étape d'une semaine et une deuxième place sur le Dauphiné avec Vingegaard. C'est tout. C'est assez peu quand même pour une des plus grosses équipes du peloton. Et puis sur les classiques, oui, Van Aert fait des belles places d'honneur, mais au final, il n'y a aucun podium sur aucun des deux gros monuments flandriens. Il y a 40 victoires, mais plus de la moitié ne sont pas des courses World Tour. Donc oui, il y a des bonnes choses, notamment en grand tour, mais je trouve que ça a manqué de consistance sur tous les terrains. Poppy? Moi, j'avais mis 8 aussi comme Nico. C'est vrai qu'il y a quand même 2 grands tours. Vingegaard, il est battu que par Pogacar. Sur cette saison, il manque ce côté sur les monuments. Je rejoins Simon là-dessus. Il y a aussi ce final iconique sur À travers la Flandre où la Visma passe au travers complet. C'est pour ça qu'on met pas plus que 8. Hein. Ouais, exactement. En fait, il y a du très bien, mais il y aurait pu avoir du encore mieux. Et forcément, sur une équipe comme la Visma, tu as un peu plus d'attente. Il y a aussi l'explosion de Mathieu Brinnan qui met bien l'équipe en avant. Mais voilà, il en manque quand même encore un tout petit peu pour la Visma, mais globalement, c'est une saison qui reste très solide. Ouais, bah moi je vais aller très rapidement dans la même mouvance que vous, ce sera un 8 sur 10 avec comme point positif 2 grands tours. Ce qui est pas rien, l'explosion de Mathieu Brennan. Donc voilà, rien que ça fait une saison plus que réussie. Même Olaf Koy qui a gagné un nombre impressionnant de victoires au sprint, notamment 2 sur le Giro. Donc les leaders ont tenu leur rang. Derrière, pour moi, il y a quelques couacs quand même qui font que je peux pas aller au-dessus. Comme on l'a dit, le couac d'à travers la Flandre qui a montré dans toutes les erreurs, les erreurs, l'erreur d'à travers la Flandre qui a montré dans toutes les écoles de cyclisme. Je trouve qu'également sur les monuments, c'est quand même pas assez. C'est indigne de la deuxième équipe mondiale. Il y a quand même pas de podium de monuments. Et ça c'est un peu fâcheux quand même pour une équipe de dossier au standing. Et il y a en 2025, il y a eu une profondeur de banc, si j'emploie en termes footballistiques, assez faible. Hein. L'équipe a quand même vécu énormément de par ses 3-4 grands leaders. Et derrière, tout de suite, j'ai trouvé quand même l'équipe un peu plus faible sur les courses, pour l'ensemble de l'équipe quand ils avaient leur chance sur les courses où les leaders n'étaient pas. Donc voilà, tout ça fait que l'année est quand même excellente, avec quelques petits points comme ça à améliorer, mais grosso modo, une année où tu as 2 grands tours. Dans tous les cas, c'est un 8 sur 10. Passons maintenant à la deuxième partie de l'émission, le mercato. Et Nico, je vais te demander tout de suite, je vous affiche à l'écran, si vous nous suivez sur YouTube, le visuel qui montre les arrivées, les départs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nuage très très gris qui passe au-dessus de l'équipe Visma Lease a Bike sur ce début d'année 2026 ? Oui, et surtout le problème, c'est que il y a déjà un changement de génération à la Visma. C'est un des premiers trucs qu'on peut le voir. Il y a beaucoup de coureurs qui étaient des projets ou qui étaient là depuis longtemps. Je pense à Tige Benoît, je pense à Van der Sande, je pense à, mine de rien, il n'est pas parti, hein, mais il a re-signé que pour une saison. Il y a Kreuzweig, le vieux de la vieille, qui va certainement peut-être faire sa dernière saison en carrière. On attend l'annonce, mais à 37 ans et en ayant prolongé une année, on imagine que ça va pas durer encore hyper longtemps. Il y a le fiasco Uite Brooks, on va y revenir, mais c'est-à-dire je fais venir une année, finalement ça se passe pas bien en interne, puis je me barre, et quelques mois après je me barre, en fait Simon Yates il fait salut, et donc la personne qui t'avait pris pour remplacer Simon Yates dans son rôle, en fait t'en as plus, donc là t'as un trou béant dans ce rôle-là. Donc je pense que tu vas revenir sur pas mal de points, Titien, mais effectivement il y a une gestion compliquée, et puis tu vas y revenir aussi, le cas Olaf Koy, c'est-à-dire que oui, tous les Tours de France on les tourne avec une équipe autour de Jonas Vingegaard, et c'est bien normal, mais du coup Olaf Koy il a dit je peux jamais faire le Tour de France comme sprinter, du coup je me casse, et puis alors qu'il t'apportait beaucoup de victoires et qu'il était dans ses meilleures années, il a que 24 ans, on en a allé voir notre émission Décathlon, on en a bien parlé, et puis à côté de ça, je pense que tu vas revenir dessus, il y a toutes les, mais ça je vais laisser mes collègues en parler, il y a les recrues, et c'est vrai qu'il y a des recrues qui peuvent être sympas, mais enfin il n'y a aucun nom qui a fait
qui a fait lever les foules, ou en tout cas qui a fait sauter la tête des gens, qui a sauté les gens depuis le canapé ou comme ça. Et donc, entre un recrutement où on dit mid, bof, à voir, on sait pas trop, ça peut être bien, mais on n'a aucune assurance, et des vrais départs, ben, les gens se disent peut-être que le mercato est vrai, effectivement pas top, quoi. Simon, je me souviens que l'année dernière, on avait fait l'émission Mercato ensemble et on avait mis la Visma assez haut dans les équipes qui avaient vraiment des super mercato. Est-ce que tu les mettrais toujours aussi haut cette année ou comme Nico, là, c'est pas une réussite ce mercato 2025-2026? Pour moi, c'est une catastrophe. Je pense Ah qu'on ouais, est dans le carrément, top ok. 3 ouais, pour moi, c'est dans le top 3 des équipes qui ont fait le pire mercato au niveau des équipes World Tour. Tu perds quand même des hommes forts, des soldats comme Benoît, comme Van Baarle, quand même, qui sont des équipiers modèles. Les échecs, Eutte Brooks, Thomas Glog, ça restait des jeunes coureurs qui finalement ont jamais vraiment réussi à percer. Olaf Kohl, c'est évidemment une énorme perte. Je pense que voilà, c'est l'une des plus grosses pertes d'une équipe cette saison. Peut-être l'un des plus gros transferts, parce qu'autant Ayuso, on sait que ça allait pas chez eux, donc c'était un bon départ. Autant là, c'est vraiment dommageable. Et puis bon, Yates, ils y peuvent pas grand-chose, mais ça fait quand même déjà deux grosses têtes d'affiche qui s'en vont. Et à la place, t'as quoi? En fait, pas grand-chose. T'as des équipiers, deux paris qui sont Louis Barré et Piganzoli, mais on ne sait pas comment ils vont s'adapter, s'ils vont réussir vraiment à devenir des top coureurs. Pour moi, la seule valeur sûre, entre guillemets, c'est Bruno Armirail, mais Bruno Armirail, c'est pas non plus l'avenir de la Visma, il est déjà assez âgé. Donc pour 2-3 saisons, il fera peut-être le taf, mais c'est pas le mec qui va te révolutionner l'équipe. Donc pour moi, c'est un peu une catastrophe quand on veut rester la potentielle deuxième meilleure équipe du monde. Ouais, Poppy, c'est... Le nuage est en fait très très noir au-dessus de l'équipe Visma. Ouais, j'aurais été quand même un peu moins dur avec eux. Certes, il y a pas de gros noms. Tu te retires 3-4 gros coureurs. On a dit Tish Benoît, Olaf Koy, ça fait vraiment mal. Brox, bon, il trouvait pas vraiment sa place. Il était en manque de résultats. Donc voilà, Brox, je pense, c'est pas ça encore. Mais Attila Valter aussi, qui pouvait être assez intéressant. Et puis Dylan Van Baarle. Mais en fait, je trouve que la Visma recrute autour de ses stars qu'elle a déjà. Tu as déjà une star pour les grands tours qui est Vingegaard. Tu as une, entre guillemets, des stars pour les courses d'une semaine comme Jorgensen aussi, qui peut aussi être un peu un coureur de classique avec Wout van Aert. Et puis ensuite, est-ce que tu n'aurais pas envie de mettre. Alors, c'est peut-être pas encore. C'est un peu dire et de voir comment il va se développer, mais un Mathieu Brennan qui est très très bon sprinter. Je trouve que le recrutement, certes, il n'y a pas des noms flamboyants qui viennent donner, qui viennent redonner vraiment un côté, une magnificence à l'équipe. Mais bon, derrière, voilà, tu as quand même Bruno Armirail, Louis Barré qui vont accompagner dans les parties roulantes. Même Louis Barré qui est pas trop mal sur les Flandriennes en général. Tu as Filippo Fiorelli aussi qui va se rajouter là-dedans. Piganzoli, il sera certainement là aussi pour faire un peu doublure à Vingegaard et être là pour l'épauler. Donc en fait, tu as quand même des gars qui vont dans le recrutement qui certes sont pas des gros noms, mais des mecs qui vont quand même trouver leur fonction dans l'équipe, en tout cas qui sont là pour apporter pour moi, selon moi, pardon, une vraie aide à l'équipe. Après, est-ce que c'est les meilleurs noms que tu pouvais avoir pour une équipe comme la Visma? Non, évidemment. Mais le recrutement, j'ai envie de dire, il est pas mauvais. Mais tu peux aller chercher beaucoup mieux quand tu es une équipe comme la Visma. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour moi, c'est assez mitigé ce recrutement. Tiens, juste un petit point avant que tu enchaînes et que tu nous donnes également ton avis sur le transfert. Un petit point sur les prolongations qui ont été assez malignes par contre. Kelderman a prolongé jusqu'en 2027, de même que Ben Tullet. Et puis surtout, ils ont sécurisé Jorgensen jusqu'en 2029, donc tout le prime restant de Jorgensen, puisqu'en 2029, il aura plus de 30 ans. En tout cas, il sera dans la deuxième partie de sa carrière. Donc là, tu t'es assuré quand même certains lieutenants et certains coureurs très importants de ton effectif. Tu te les as sécurisés sur les prochaines années. Voilà, c'était un peu un des seuls points positifs, on va dire, de ce recrutement. C'est les prolongations qui ont été assez malines de la part de la Visma. Très bien. Si vous voulez mon avis, le recrutement a été mauvais déjà jusqu'au 1er janvier. Depuis l'annonce du départ à la retraite de Simon Yates, c'est une catastrophe, comme dirait Simon. Je te rejoins totalement. Tu perds un des 3-4 meilleurs sprinters du monde avec Olaf Koy. Il leur a ramené plus d'une dizaine de victoires cette année. Tu perds quand même Tish Benoît. Tish Benoît, si l'équipe existe sur les classiques ardennaises, c'est uniquement grâce à lui. Hein. Alors il fait pas de podium, mais à chaque fois il fait top 10, top 15 de chaque année
des classiques ardennaises et c'est le seul qui existe. Chaque année, sur la classique Saint-Sébastien, il tape son top 10. Tige Benoît, c'est une valeur sûre des classiques, c'est également une valeur sûre du collectif des classiques flandriennes autour de Wout van Aert et tu le perds. Donc c'est quand même assez important. Et alors on en parlera après. Je vais un peu vite, mais c'est pas pour rien qu'on doit rabattre Matteo Jorgensen sur les classiques ardennaises, c'est que sinon t'as plus personne. Donc voilà, tu perds le mec qui te fait vivre les Ardennaises, tu perds le mec qui est ton sprinter, tu perds également un espoir comme Sian Uijtdebroek, alors même si c'est controversé, il avait l'air quand même, vu sa fin de saison, de revenir très 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 fort. En fin de saison, on l'a vu tout feu tout flamme, donc c'est encore pas le mec qui va tout démolir, mais il est quand même revenu en très très bon niveau, donc on pouvait lui redonner sa chance, et puis surtout, maintenant tu perds ton deuxième meilleur coureur de Grand Tour, le vainqueur du Giro 2025, qui a gagné une étape sur le Tour de France. Donc là où pour moi c'est une catastrophe, c'est que d'une, c'est pas compensé, puisque on récupère, comme a dit Poppy, des très bons coureurs, hein, Bruno Armirail, Louis Barré, j'ai Timo Kielich, ou Piganzoli, j'ai aucun doute que c'est des bons coureurs, mais c'est en aucun cas des leaders. Et puis surtout aujourd'hui, imaginez que demain, en fait t'as trois mecs qui vont faire vivre l'équipe. T'as Jorgensen, t'as Vingegaard et t'as Wout van Aert. Imaginez demain Jonas Vingegaard qui a la même chose que Remco Evenepoel l'année dernière, c'est-à-dire qui tombe et qui se fracture quelque chose, ou en tout cas qui est indisponible jusque sur la saison ou une grosse partie de la saison. Il n'y a plus personne pour briller sur les grands tours, quoi. Enfin, donc c'est, en fait, je parlais de cette profondeur d'effectif, la profondeur d'effectif qui est très présente chez eux. Demain, t'as des Pogacar qui tombent, t'as toujours Del Toro pour le remplacer, ou chez Visma, t'as Almeida qui tombe, tu prends un McNulty, tu prends un Jevine, elle n'existe pas, là, chez Visma, donc, on se met dans une situation, indépendamment de leur volonté, je pense que c'est un manque d'argent, et puis également Simon Yates qui, mine de rien, fait un sale coup à l'équipe en début janvier, t'es dans une situation très très compliquée où t'as intérêt à ce que tout se passe bien pour tes leaders, parce que oui, à la fin, tu peux avoir des très bons résultats cette année, mais comme également souffrir. Donc moi, voilà, je trouve que l'équipe se met en difficulté, et Nico, ça enchaînait avec ma question d'après, avant qu'on parle plus en détail du problème des coureurs. Est-ce qu'avec cet effectif, et quand on a fait une émission sur Lidl Trek, on a fait une émission sur Decathlon, enfin voilà, on a fait une émission sur Red Bull aussi, quand tu vois toutes ces autres armadas, est-ce que à terme, et déjà sur cette saison, Visma peut rester top 2, puisque elle est derrière maintenant UAE, mais devant les autres au niveau mondial, est-ce que Visma peut rester cette deuxième équipe mondiale? Non, je pense pas. Je pense que effectivement déjà l'année passée on avait senti avec les saisons notamment de un peu galère malheureusement de Christophe Laporte, la remise dans un rôle uniquement de coéquipier de Sepkus, le côté un peu les vieillissants, c'est un peu méchant de dire ça, mais de Kelderman et Kreuzweig qui donc sont encore des très bons coéquipiers, des très bons coureurs, mais qui peuvent plus gagner ou faire des différences sur des grandes courses et qui sont uniquement des bons coéquipiers. Et puis le vieillissement ou le départ de certains cadres, moi ce que je trouve qui se fait vraiment leur plus mal pour ces résultats, c'est que oui, il y a ce coup Simon Yates, on en avait parlé dans l'émission dédiée sur sa carrière. Disons qu'effectivement c'est pas un coup sympa, parce que si Simon Yates avait pris sa décision et l'avait annoncé dès cet été en disant ce sera ma dernière, j'y réfléchis ou comme ça, peut-être qu'ils auraient pu retenir Sian Uijtdebroek qu'ils avaient signé et qui est parti à la Movistar. Parce qu'il s'était dit moi je veux être leader et je pourrais pas être leader parce qu'il y a Jorgensen, Vingegaard et évidemment Simon Yates, et ils auraient pu lui dire attends, l'année prochaine Vingegaard fait Giro Tour, en tout cas c'est dans les cartons, tu seras leader sur la Vuelta et sur d'autres courses World Tour d'une semaine, et puis il aurait très bien, je sais pas, il aurait pu être content de ça, ou trouver un truc où il aurait peut-être pu faire Tour de France et Vuelta ou doubler un truc. Et là c'est vrai que si t'es Vingegaard, t'as encore des bons coéquipiers, mais c'est vrai que dans l'élite de l'élite, si t'as pas un énorme Jorgensen avec toi, et un peu à poil, quoi. Je veux dire, tu vas compter sur quoi? Picanzoli et Bentulette, ou le reste le cadavre de Kreuzweig et de Kelderman, ça va être un peu tendu face aux armadas UAE, Lidl Trek, sans parler en plus de la Red Bull, etc. Donc effectivement, sur les top coureurs, ils sont encore dans les 3 meilleures équipes du peloton, parce que c'est quand même des coureurs qui sont largement dans le top 10, voire top 5 mondial, voire podium si on parle de Vingegaard, et ils ont des bons jeunes qui arrivent. Le problème, c'est que
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la profondeur d'effectifs. Ils ont des bons coéquipiers, mais au niveau des coureurs entre deux, donc ils peuvent être leaders sur certaines courses et se mettre au service des grosses stars de l'équipe. Là, ils ont des vraies pertes. Et c'est vrai qu'il y a un gap entre le top 5 de l'équipe, on va dire les 5 meilleurs coureurs, et la suite. Il y a vraiment un gap auquel on n'était pas habitué de la part de la Visma ces 4 dernières années. Ouais, Simon, je veux bien ton avis aussi là-dessus. Toi. Enfin, si tout va bien, on peut dire, et Jonas Vingegaard peut rapporter d'énormes points et ça peut le faire, Oui, tout mais seul. on se met on se met en délicatesse par rapport à ça. On mise vraiment sur trois quatre coureurs pour maintenir le statut. Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, les seuls même qui garantissent vraiment beaucoup de points, c'est Vingegaard et Van Aert. Parce que même Jorgensen, au final, il gagne Paris-Nice, mais derrière, il fait pas une saison extraordinaire, hein. Bon, il fait le lieutenant, etc., mais c'est pas lui qui rapporte les points. Après avoir Brennan, ce qu'il fait cette année, s'il performe aussi. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout, je regarde pas la Visma, je regarde ce qui est à côté. Bon, évidemment, UAE, c'est intouchable avec Pogacar et toute son équipe. Mais quand tu vois que Bora, bah, le duo Lipovic-Evenpool, je pense que ça vaut largement à eux deux le duo Vingegaard-Van Aert en termes de potentiel de points gagnés, sachant que derrière ils ont quand même peut-être plus de profondeur devant justement. Et puis voilà, la Lidl Trek, je pense que cette année ils peuvent encore passer un cap parce qu'ils ont recruté un peu le seul profil qui leur manquait, c'est un coureur de classement général, la personne d'Ayuso. On peut même Et Derek peut-être G. évoquer ouais, Derek G aussi, donc plus Pedersen, Milan, etc. Enfin, ils peuvent briller sur tous les terrains, ce qui est peut-être pas le cas de la Visma, notamment sur les Ardennaises. Puis on peut même peut-être évoquer Decathlon si vraiment ça explose tout de suite avec les recrues. Donc franchement, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent même pas troisième, peut-être quatrième à la fin de la saison si vraiment tout se goupille pas bien, quoi. Poppy, toi, t'étais moins alarmiste sur ça. Ouais, en fait, je trouvais que l'équipe essaie de se renforcer sur les points où ils étaient déjà très forts, mais c'est clair que si on parle sur le classement UCI de fin de saison, la Visma a quand même, je pense, du souci à se faire. C'est sûr que Vingegaard, qui leur rapporte quand même beaucoup de points, va faire on en reparlera, mais va faire le doublé de Giro Tour. Il s'aligne sur pas beaucoup de courses cette saison. Je crois qu'il en a annoncé 5 ou 6 là pour l'instant. Bon, s'il gagne tout, Euh, c'est pas mal. Ouais, mais bon, faut qu'il aille tout gagner, quoi. Après, je vois mal avec cette équipe-là, tu l'as dit ici, avec cette perte de Tish Bennett, etc. Je vois mal la Visma aller chercher des victoires sur les classiques flandriennes et ardennaises. Et puis aussi la perte de Lafcoy qui va leur faire perdre d'énormes points, même si Mathieu Brennan est là quand même. Mais voilà, tout a été dit, hein. Je pense que la Visma va devoir sortir quand même une grosse saison. C'est clair que voilà, si en fait leur saison dépend clairement de Vingegaard Jorgensen en fait, hein, et de Mathieu Brennan aussi. Vingegaard se blesse, la saison elle est quasi. Il est Enfin, foutu. elle est très complexe parce que tu mets qui en leader de grand tour. Enfin, on a vu que Sepkus ça fonctionnait pas. Ben Bah, Tullet, merci, Piganzoli sur mais le Giro. ouais, mais puis Ganzoli sur le Giro, il va faire quoi? Il va faire 9e. Enfin, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Et puis Jorgensen sur un grand tour sur 3 semaines, je sais pas, on sait pas vraiment de quoi il peut être capable. Donc voilà, la saison de la Visma, elle se base beaucoup sur ce qu'ils ont déjà. Et comme tu as dit, Titien, il y a aucune profondeur dans l'équipe. Et c'est vrai que c'est une catastrophe là-dessus. Mais voilà, après, le recrutement, il est fait pour renforcer des points où la Visma est déjà très très forte. Mais malheureusement, est-ce qu'ils ont eu du mal à compenser certaines pertes dans leur équipe. Donc ouais, ça va être une saison peut-être sur le fil pour la Visma. Est-ce que Titien, pour toi, la Visma, c'est une année de transition au niveau des points? Pas du Justement tout, avec hein, des c'est pas jeunes du tout une année de transition parce que enfin, le sponsor Non, mais au Visma niveau du Lease. collectif, je parle pas des stars. Pas vraiment. C'est une année qui amorce pour moi. Enfin, Vingegaard, voilà, il y a eu des rumeurs à un moment comme quoi il pourrait faire ses dernières saisons chez UnoX. En tout cas, enfin, il sera pas éternel dans l'équipe. Je pense d'ailleurs que s'il claque le Giro, il aura un peu fait le tour de la question et qu'il voit qu'encore une fois, il est loin derrière Pogacar sur le Tour cette année. Il aura fait un peu le tour de la question, quoi. Donc, est-ce qu'il va rester longtemps? Et derrière, non, non. Et Visma, le sponsor Visma ne tiendra, enfin si l'équipe se renforce pas avec un autre sponsor, ne tiendra pas face à des Lidl, face à des pays qui sponsorisent des équipes ou pas face à la puissance de Red Bull. Donc c'est pour moi ça y est le début de si l'équipe voilà d'un point de vue financier
change pas un peu de modèle, et je sais pas moi comment ça va se passer ça. Si on garde ce même modèle, c'est le début d'un déclin. Elle restera parmi les meilleures équipes mondiales, mais comme l'a connu Ineos à un moment, les équipes c'est cyclique et voilà, là on voit qu'il y a vraiment des énormes équipes qui se développent et non non. De toute façon, tu le vois, une équipe, elle commence à affaiblir que quand elle tient sur quelques noms. Ce qui n'est pas le cas de Red Bull, ce qui n'est pas le cas du UAE, ou ce qui n'est pas le cas de Lidl, qui voilà ont des profondeurs d'effectifs, même si elles n'ont pas un coureur comme Vingegaard, en tout cas pour Red Bull ou Lidl, elles tiennent avec enfin, elles pourront être fortes avec beaucoup de coureurs sur toutes les plus grandes courses du calendrier. Donc non, non, pour moi, on est surtout sur le début d'un déclin. Je ne sais pas si vous voulez encore commenter ça ou on peut passer à la suite. On peut dire un dernier point, c'est qu'ils vont devoir changer de stratégie de course aussi. Oui. Sur pas mal de courses, ils vont devoir s'adapter. Et à l'époque, enfin, ces dernières années, on a vu, d'ailleurs, ça peut-être certains suiveurs étaient peut-être pas forcément fans de ça, mais souvent il y avait une stratégie, pas tout le temps, mais souvent il y avait une stratégie un peu rouleau compresseur, avant que UAE se renforce et devienne eux un rouleau compresseur avec une stratégie bien à eux. Et là, c'est vrai que la Visma va peut-être devoir se réinventer sur d'autres courses, courir autrement, courir peut-être plus à l'offensive ou plus en contre, à voir. Ça va être intéressant à suivre. Tout à Peut-être fait. suivre un peu la même trajectoire que Sky, enfin maintenant Ouais, Ineos, c'est qui ça. Ouais. justement Ouais. un peu ce rouleau compresseur, qui maintenant tente plus de choses, plus d'échos, etc. quoi. Non, mais après, c'est les cycles naturels des équipes. Hein, donc, écoutez, on verra ça. En tout cas, il y a quand même des grosses ambitions sur l'année et l'équipe peut tout à fait garder cette. Parce que, effectivement, c'est conditionnel au fait que les coureurs performent. Mais si les coureurs performent, vu leur programme, ils peuvent quand même faire de très grandes choses cette année. Et on peut se retrouver encore avec plusieurs grands tours et des classiques dans la besace, parce qu'on va en parler tout de suite. Le coureur de l'équipe, ça reste Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui a innové dans son programme puisqu'il va tenter ce qu'a tenté Tadej Pogacar il y a 2 ans, c'est-à-dire le doublé Giro Tour avec cette idée tout d'abord de gagner le Giro d'Italia parce que c'est le troisième grand tour qui lui manque, hein, lui qui a déjà gagné la Vuelta l'année dernière et par 2 fois le Tour de France. Il sera donc pour la première fois au départ du Giro dans la peau du grand favori, avec ensuite l'objectif d'aller sur le Tour défier Tadej Pogacar. Pour ça, il aura 2 courses de préparation. On en salive d'avance lui à Tour dans quelques semaines. On fera sûrement une preview parce qu'il y aura déjà de la concurrence face à lui. Et puis le Tour de Catalogne, il y aura encore une énorme concurrence. 2 courses pour se préparer à un doublé. Donc forcément, il court peu avant. Ils croisent pas Pogacar. Il ne Ça, croise c'est cool. pas, il ne croise pas Tadej Pogacar, mais bon, est-ce que Ah, mais c'est bon, cool pour lui. oui, tout à fait, tout à fait. Après, moi, je pense que c'est qui tout double pour Jonas Vingegaard et c'est une année qui va beaucoup décider de la suite de sa carrière parce que évidemment, il va arriver sur le Giro dans la peau du grand favori. Il a autant tout à gagner à faire ce Giro, évidemment tout à gagner, il peut écrire l'histoire en étant un des rares coureurs à avoir remporté les 3 grands tours, hein, ils sont pas quand même bien nombreux. Donc voilà, il peut aller chercher ce grand tour. Il peut également, s'il remporte ce Giro, aller sans pression au Tour de France, parce que finalement, s'il gagne le Giro et que derrière il fait deuxième du Tour à 3-4 minutes de Pogacar, on dira bon bah il a fait une super saison, Vingegaard il a encore été battu par plus fort, mais il a son Giro, il fait deuxième du Tour, c'est génial. Par contre, si Jonas Vingegaard perd le Giro face à, je sais pas, un Joao Almeida par exemple, lieutenant de Pogacar, j'imagine pas l'état dans lequel il ira au Tour après. Donc c'est vraiment une année, et Simon, je vais te laisser enchaîner là-dessus, assez qui tout double pour Jonas Vingegaard. Qu'est-ce que t'en penses de ce défi qui se lance? Pour moi, c'est très bien joué de sa part, parce que mine de rien, il a déjà 29 ans, il a que 3 grands tours à son palmarès. Pour un coureur de ce talent, 3 grands tours, c'est finalement assez peu. Et je me dis, bon voilà, le Giro, c'est une course qui est complètement à sa portée. Il sera favori, et je pense qu'avec une bonne préparation, s'il n'y a pas de chute avant ou pendant la course, à mon avis, il va gagner. Je pense pas qu'Almeida ait progressé d'un coup en 6 mois pour qu'il puisse le battre, alors que sur la Vuelta, il n'a rien pu faire. Et voilà, il aurait gagné les 3 grands tours avant son rival Pogacar, qui n'a pas encore gagné la Volta. Donc pour moi, ça serait le coup parfait, parce qu'en fait, dans tous les cas, même s'il venait juste sur le tour comme d'habitude, et je pense qu'il l'a compris, il battra plus Pogacar. J'espère qu'il en a conscience. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et si c'est le cas, autant aller gagner le Giro et derrière faire 2 du tour, parce que je pense quand même qu'il a encore une marge par rapport au reste de la concurrence. Ou à la rigueur, peut-être faire troisième derrière un Remco ou un Lipovic.
Ouais, mais à la rigueur, 2 ou 3, je pense que ça change pas grand-chose. Ça reste un podium, mais c'est pas une victoire. Mais dans tous les cas, il sait que Pogacar est quasiment intouchable. Donc pour moi, en effet, s'il gagne pas le Giro, c'est un peu dramatique parce que le coup de poker n'aura pas fonctionné. Par contre, s'il gagne le Giro et que derrière il fait 3, même quatrième du Tour, je pense qu'au final, il s'en fout un peu parce que le Tour, il sait que tant qu'il y aura Pogacar sur la start list, il fera 2 maintenant. Donc non, pour moi, c'est plutôt sympa d'avoir innové. Et pour garnir son palmarès et son armoire à trophées, c'est une bonne chose. Poppy, toi aussi, ça te hype cette présence de Jonas Vingegaard sur le prochain Giro? Bah ouais, carrément, c'est un coureur, on le disait les dernières saisons, qui ont trouvé qu'il manquait un petit peu de ce côté ambitieux d'essayer de nouvelles choses, etc., qui persévérait sur le Tour de France. Et là, bah voilà, on est content de pouvoir le voir essayer d'enchaîner ce doublé de Giro Tour. En plus, là, Vingegaard, il a dit que quand il avait enchaîné les deux grands tours l'année passée, bah, ça lui avait plutôt réussi, il s'était senti plutôt en forme. Donc, il espère retrouver en fait un bon état de forme sur le Tour après avoir fait le Giro. Voilà, ça peut permettre aussi d'avoir un bon excès de confiance en arrivant sur la course. Voilà, ce Giro, il sera quand même nettement favori, hein, c'est sûr, vu la start list pour l'instant qu'on a sur le Giro, bon, qui risque d'évoluer évidemment. Mais voilà, il risque d'être quand même assez favori. Et donc, comme aussi, on le voit, hein, sur ces courses de préparation, il va jamais croiser Tadej Pogacar. Il n'y aura pas de confrontation directe. Donc, au final, la seule confrontation qu'ils vont avoir, c'est sur ce Tour de France. L'année passée, il y avait eu le Critérium où ils s'étaient rencontrés. Voilà, ça peut être une bonne chose aussi pour Vingegaard d'arriver sur le Tour sans avoir perdu une seule fois contre Tadej Pogacar. Après, il va falloir gagner toutes les courses, c'est-à-dire qu'il va pas falloir perdre le AE Tour face à par exemple un Del Toro. Il va pas falloir non plus perdre ce Giro, hein, face à des mecs comme je sais pas, des Regui, etc. Et puis il y a aussi ce tour de Catalogne. Il va falloir faire attention. Il y aura Remco, il y aura Lipovic qui seront là, donc voilà, il y a quand même une saison intéressante pour Jonas Vingegaard, en espérant que tout réussisse. Mais en tout cas, si tout passe, ça sera une saison exceptionnelle pour lui, ça c'est sûr. Ouais, Nico, du coup, est-ce que toi, t'es dans la même lignée, t'es plutôt hypé? Est-ce que, question aussi, toi aussi, tu juges qu'il gagnera plutôt ce Giro assez facilement et qu'il a une marge, ou que ça peut être un petit piège aussi pour lui? Je vais répondre à ta question en disant que tu parlais du déclic, une saison qui est charnière pour sa carrière. Moi, je pense que le déclic, c'était 2024. J'ai une théorie sur Jonas Vingegaard, c'est que la chute au Tour du Pays Basque et son retour au Tour de France a été un déclic dans sa carrière. Avant, il courait d'une seule façon, la façon de la Visma, qu'on avait vu développer depuis 2021 avec lui. Et le déclic qu'il a eu en 2024, et qui n'est pas un déclic genre en mode je vais trouver le moyen de battre Tadej Pogacar, mais de courir différemment, avec une façon de courir différente, une façon d'appréhender son calendrier très différente. Et moi, donc déjà sa saison passée, il est venu sur la Vuelta alors qu'il avait déjà fait un bon Tour de France. Il a gagné la Vuelta, il a eu du plaisir. Il a eu beaucoup plus en 2025 de plaisir à courir. C'est difficile en 2024 parce qu'il y a eu la chute, puis son retour et tout. Mais il a eu un gros plaisir à courir en 2025. Il était beaucoup plus sympa aussi à suivre, beaucoup plus ouvert avec les médias, par exemple, que ce qu'il avait pu être dans le passé. Ça n'a jamais été un méchant garçon, Vingegaard, mais disons qu'il avait ce côté un peu renfermé, un peu Visma, on reste dans notre bulle et compagnie, un peu poker face. Là, c'était beaucoup moins le cas en 2025, beaucoup plus sympa. Il s'est fait beaucoup plus plaisir sur le vélo et il l'a compris, et ça se voit dans ce programme 2026. Et c'est là où je vais répondre à ta question. Il est génial ce programme 2026 pour Vingegaard. Il a compris que le Tour de France, il avait déjà gagné, mais que ça allait être compliqué tant que Pogacar va être là. Et il y a un autre truc, c'est que dans sa tête, il y a aussi un monde dans lequel il se dit, il a que 29 ans, il a explosé sur le tard. On peut imaginer que, vu son style de course et vu ses caractéristiques, on peut imaginer qu'on peut pas imaginer de déclin des coureurs, mais enfin, c'est peut-être pas un coureur qui va décliner aussi vite que ça. Peut-être qu'il va être encore bon en 2027, 2028, 2029, pourquoi pas, voilà, jusqu'à 2030, on va dire, voilà, dans la décennie, il va être bon, s'il a le moral qui tient, mais voilà. Et dans sa tête, il y a sûrement un coin où il se dit, je vais aller gagner la Vuelta, c'est déjà fait. Je vais aller gagner le Giro, je vais essayer d'aller le gagner. Il fait partie, comme tu as dit, c'est le grand favori. Il y aura d'autres candidats, mais enfin, le favori numéro un au niveau, ce sera lui. Si sa préparation se passe bien, il y a tout le monde qui le mettra comme favori au début de la course quand on fera la preview. Et dans sa tête, il y a sûrement un monde dans lequel il se dit, Poggy, je le connais, c'est quand même un des mecs qui le connaît le mieux sur un vélo, parce qu'ils passent leur vie ensemble, donc voilà, sur les courses. Et il se dit,
il y a peut-être un monde dans lequel Poggi, en 27, en 28, en 29, il vient pas sur le Tour de France. Parce que peut-être qu'il a déjà battu le record et que ça, on a vu, ça le saoule. Et que quand il reviendra pas, il aura peut-être une dernière chance de le remporter pour une troisième fois. Alors, il y aura peut-être du Paul Sexas, il y aura peut-être du Lipovic, il y aura peut-être du Remco, il y aura peut-être d'autres coureurs. Il y a Ayuso, voilà, Del Toro, il y aura peut-être d'autres coureurs. Mais enfin, il se dit, il y a le seul sur lequel j'ai vraiment un déficit, c'est Tadej Pogacar. Si Tadej Pogacar va pas au départ d'une course, je peux théoriquement, sur le papier, battre tout le monde. C'est pas une science exacte, mais j'ai ma chance contre tout le monde. En tout cas, je suis pas en position défavorable. Ce qu'il a contre Poggi depuis 2024 et depuis sa chute et depuis la progression de Poggi à son niveau matador, on va dire. Et là, ben, ça se voit dans le programme. UAE, Catalogne, Giro, des courses avec beaucoup des courses prestigieuses, des courses avec beaucoup de concurrence, mais pas Pogacar. Donc ça, pour son moral, pour sa façon de courir, pour se tester et remporter des courses et garnir son palmarès, c'est une excellente nouvelle. Et après, il vient sur le Tour de France parce que ben, ça reste le Tour de France. Les meilleurs coureurs du monde par étape doivent y aller. Et il ira effectivement, si il est favori qui remporte le Giro et il viendra sans pression. Et suivant comment ça tourne, on ne sait jamais comment peut se passer une saison. Et ben pourquoi pas réaliser lui aussi le doublé Giro Tour. On ne sait jamais, Pogacar peut avoir un souci. Tout peut se passer dans une saison. Donc le programme est excellent et il a beaucoup de responsabilités de la Visma, on l'a dit, sur les épaules. Mais moi, je suis très très content du programme de Jonas Vingegaard et je maintiens ma théorie dans sa tête, dans l'arrière de sa tête, parce qu'ils préparent leur saison. Mais à l'arrière de sa tête, il se dit peut-être dans 1 ou 2 ans, Poggi sera peut-être plus sur le Tour de France et j'aurai ma chance de gagner une dernière fois le Tour de France. Moi, je maintiens ça. Très bien, et ben écoutez, on va suivre ça avec attention. Voilà, le défi de Jonas Vingegaard, effectivement, très très excitant. On aura l'occasion de le voir dans quelques semaines, dans 2 semaines et demie, au départ donc de l'UAE Tour, où déjà un sacré défi s'offrira à lui, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, entre autres. Donc voilà, on aura les premières réponses sur l'état de forme de Jonas Vingegaard. Deuxième leader de l'équipe Visma Lease the Bike, forcément... leader iconique, Wout van Aert. Wout van Aert qui, une fois de plus, aura pour premier objectif de la saison de remporter et le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ou à minima, on lui souhaite au moins une des deux, le temps qu'il court après, de ses débuts de saison, où il va changer un peu ses habitudes. Hein. Il court assez peu d'habitude, Wout van Aert, en début de saison. Là, dès le Nieuwsblad, il sera de retour. On sait qu'il a eu une chute en cyclocross tout à la fin du mois de décembre, avec une entorse à la cheville. Il apparaît qu'il a très vite pu remonter sur son vélo, donc Wout van Aert peut-être avec une préparation un peu retardée, mais assez confiant sur le fait d'être en forme donc sur ses premiers objectifs. Après le Nieuwsblad, ce sera le grand retour de Wout van Aert sur les Strade Bianche, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo qui snobait depuis plusieurs années, et donc cette montée en puissance jusqu'au classique flandrienne. Il y aura un moment de repos ensuite pour Wout van Aert dans la saison. Le Tour de France, hein, forcément incontournable équipier, lui vainqueur de nombreuses étapes, et notamment l'année dernière à Montmartre, et puis la Vuelta juste après le Tour de France pour enchaîner et pour monter en puissance au vu des championnats du monde de Montréal. Poppy, une grosse année en perspective pour Wout van Aert avec beaucoup d'objectifs. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir un Wout van Aert au four et au moulin. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que enfin, on peut croire à Wout van Aert vainqueur de Roubaix ou du Tour des Flandres? Roubaix, non, parce que j'ai dit que c'est Mats Pedersen qui allait gagner Roubaix, C'est donc vrai. forcément je peux pas le mettre. Mais non, Wout van Aert, voilà, peut-être préparation un petit peu tronquée, peut-être un peu juste, voilà, avoir encore une fois l'état de forme de tout le monde sur les grandes courses, hein, mais comment ça s'appelle? Le calendrier de Wout van Aert reste quand même très intéressant. Moi, je vois bien encore un Wout van Aert surpuissant sur la Volta. Je me dis que cette fin de saison peut peut-être globalement bien lui convenir, et je pense que ça peut être très intéressant là-dessus. Après, voilà, donc pour Paris-Roubaix, j'ai vraiment du mal à le voir vainqueur. J'ai d'autres coureurs qui me viennent forcément plus en tête. Sur le ronde, voilà, à chaque fois, c'est un peu limite, sachant que on a eu l'info que voilà, Pogacar allait revenir, évidemment, et quand on a une bagarre entre Tadej et potentiellement Mathieu Van Der Poel qui s'est pas encore prononcé mais qui devrait faire le ronde, bah voilà, ça va être difficile, va falloir résister. Milan-San Remo, je le vois mal répondre aux attaques de Pogacar dans le Poggio ou dans la Cipressa, donc voilà, mais le programme reste quand même très intéressant. Je pense qu'il y a des coups à jouer, il y a des coups à jouer par exemple sur l'Estrade, etc. Mais j'ai peur qu'il soit un tout petit peu juste. On l'a vu, certes vainqueur à Montmartre, ce qui
moi je trouve l'année dernière, sauf quand même pas mal sa saison. Mais voilà, je pense que voilà, Wout van Aert, ce sera quand même un coureur à suivre cette année. Mais là où je le vois peut-être le plus puissant, moi, c'est sur cette Vuelta. Je me dis sur cette Volta, j'ai l'impression que voilà, justement sur une équipe Visma où il y aura peut-être pas forcément de gros leaders, hein, bah voilà, peut-être que Van Aert aura un peu plus les cartes d'aller jouer ce qu'il a envie de jouer et on aurait peut-être un Van Aert un peu plus intéressant à suivre, un peu plus électron libre sur cette Volta. Après, encore une fois, à voir ce que la Visma propose à Wout van Aert pour cette course-là. Mais voilà, clairement, c'est un programme quand même intéressant malgré cette chute en cyclocross qui compromet un peu sa préparation. Mais voilà, on verra en tout cas. Mais Wout van Aert, c'est sûr qu'il sera encore une fois à suivre sur la saison 2026. Ouais, Simon, est-ce que c'est pas une saison où on risque de voir très très souvent Wout van Aert, mais rarement dans la peau du vainqueur finalement? Ouais, c'est ça. Déjà, la saison passée, contrairement à ce que j'avais annoncé en début de saison 2025, Wout van Aert n'est pas fini. Il est encore présent. Le souci, c'est qu'en effet, je pense que sa chance de remporter un monument flandrien est passée. Quand il y a les deux Van der Poel et Pogacar, en fait, il est dépassé maintenant. Même Pedersen, je pense lui est passé devant. Donc peut-être faire 3 ou 4, 5 sur ces deux grosses courses-là. Il va peut-être aller chercher une autre classique pavé si un Gand Game ou un 2-3 s'il y participe. Mais déjà pour le monument flandrien, pour moi c'est mort. Par contre, je me dis sur un Milan-San Remo, on sait-on jamais, ça reste une course où Il va me Pogacar voler mon lui donne. pronostic. Il va me Ah voler là mon là. pronostic. Non, bah après, je dis pas que c'est, je suis sûr, mais disons que s'il a plus une chance de remporter un monument, c'est Milan-San Remo, s'il arrive à suivre les deux fous du bus dès la Cipressa. Donc voilà, après, oui, Tour de France, on sait, c'est une valeur sûre. La Vuelta, je ne doute pas qu'il va briller, mais enfin, Wout van Aert, quand même, je pense que c'est un coureur qui doit pouvoir briller autre part que sur la Vuelta, qui reste une course, on va dire, le grand tour le moins important. Donc j'aimerais plus le voir gagner un Milan-San Remo que le voir gagner 5 ou 6 étapes de la Vuelta, quoi. Nico, j'ai une question, tu pourras réagir sur Wout van Aert, mais comment est-ce qu'il peut espérer gagner justement les Flandres-Roubaix, sachant la concurrence et sachant aussi que tu perds ton équipier de toujours, Tige Benoot, tu perds un Dylan Van Baarle qui pouvait t'aider en début de course, et puis également tu perds un Matteo Jorgensen hein, qui va partir du coup sur les Ardennaises. Wout van Aert, j'ai l'impression que lui, qui aura surtout pour mission sur ses courses de résister au maximum, parce que je pense pas que ce soit lui qui attaque pour essayer de faire mal aux autres. Lui, son but, c'est vraiment de survivre. Comment il peut s'en sortir pour enfin aller chercher son objectif de Flandrienne? Est-ce que c'est d'office mort en plus avec cette équipe qui va être amoindrie? Tu as tout à fait raison, Titien. Il a une équipe clairement amoindrie. C'est peut-être avec les leaders de Grand Tour, on en a parlé, c'est peut-être le secteur qui s'est le plus appauvri du côté des classiques du Nord, les classiques pavés, les classiques flandriennes. C'est peut-être le secteur qui s'est le plus appauvri, malheureusement. Moi, j'attends de voir comment il revient de sa blessure. Alors, apparemment, heureusement, ça revient bien. Parce que j'ai beaucoup aimé sa saison 2025. C'était une saison, il a eu des galères, il y a eu ce raté absolument incroyable à travers la Flandre, mais il a, il a pris, il a pris acte de ça. Il a dit c'est ma faute. Il a pris ses responsabilités. Il a gagné deux des plus belles étapes de l'année passée de course de Grand Tour, avec l'étape d'Estrade Bianche sur le Giro et avec l'étape de Montmartre. Certes, un peu particulière parce qu'il y avait de la pluie et puis voilà, mais n'empêche qu'il a tapé Pogacar qui a pas fait semblant. On peut dire ce qu'on veut, donc ça montre quand même que Wout van Aert, quand il est en forme, il a encore de la force, il fait encore partie des 3-4 meilleurs coureurs. Wout van Aert a un problème, c'est que il est très fort. Le problème, c'est que, comme tu le dis très souvent, Titien, je suis d'accord avec toi, quand la course est à la régulière, sur le round, c'est souvent le meilleur qui gagne. Et le meilleur, c'est pas lui. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un certain Tadej Pogacar, qui est un coureur historique et légendaire, qui a dit que les Flandres, c'était ce qu'il préférait, ou presque. Et qu'il allait se mettre en tête de gagner Paris-Roubaix et peut-être d'y aller chaque année jusqu'à ce qu'il gagne. En tout cas, c'est les déclarations et c'est ce qu'on a pu observer l'année passée. C'est le problème de Wout van Aert. Alors, sur un round, je pense que c'est complètement mort, parce que même s'il y en a un qui est absent, ben, il y a toujours l'autre. Comme si c'est pas Pogacar, c'est Van der Poel qui est meilleur, et même un Petersen est bien fort, donc c'est compliqué. Euh,
sur un Paris-Roubaix, il faudrait vraiment des circonstances de course très particulières. On le sait, avec la pluie, le vent, pour qu'il puisse tirer et qu'il soit très en forme pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Ça peut arriver, mais les chances sont quand même faibles. En plus, Titien, je suis d'accord avec toi, c'est à cause de son équipe. Il y a Milan-San Remo. Ou Milan-San Remo, peut-être que si Pogacar et Van Der Poel se regardent et se font reprendre par un groupe derrière dans lequel il y aurait Van Aert avec des Ghana, des Pedersen, des Remco, on ne sait pas, et autres, et qui se regardent, peut-être qu'un petit coup de Trafalgar en disant ben, j'attaque à 2 ou 3 kilomètres de l'arrivée, et voilà, on en reparlera, mais ça, c'est une course où moi, sur les monts de Milan-San Remo, où il peut encore briller parce que c'est plus de l'explosivité, de la tactique, que vraiment être le plus fort pendant 100 km de suite comme sur le Ronde. Donc ça, peut-être. Et puis, oui, on peut espérer de voir jouer. Si Vingegaard a déjà réussi son Giro et puis qu'il est sur le Tour de France et compagnie, peut-être qu'il laissera plus de marge à ses coureurs. Donc pourquoi pas. Moi, j'adore le Van Aert du Tour de France quand il part en échappée ou qu'il essaie de jouer les victoires d'étape. Il est souvent malchanceux, mais il a quand même quelques très très beaux succès. Et pourquoi pas en ajouter un ou deux cette année. Mais pour terminer mon point, je suis d'accord avec toi, Titien, sur les Flandriennes, c'est très très compliqué parce que c'est souvent sur ces deux monuments flandriens, c'est souvent le meilleur qui gagne. Et malheureusement, Van Aert, dans la hiérarchie, ben, on l'a vu l'année passée, sa place, c'est quatrième. C'est pas deuxième, c'est pas premier, c'est même pas troisième, c'est le quatrième dans la hiérarchie quand il est en forme. Et quatrième, quand tu es deuxième dans la hiérarchie, sur un coup de voilà de calendrier, des chances, un fait de course, tu peux te dire ben ouais, je vais la gagner. Quand tu es quatrième, il faut quand même beaucoup de circonstances pour que tu te retrouves en position de gagner. Malheureusement pour lui. Ouais, ouais. Moi, j'ai peur quand même d'une saison hyper consistante, mais je pense je le vois bien faire top 5 200 Remo du Tour des Flandres et de Roubaix, le Tour de France. Estradé. Ouais, l'Estradé, le nouveau parcours et tout, avec la double boucle. Oui, mais il va c'est faire quand même- cinquième. Ouais, Voilà, c'est oui, ça oui, quoi. oui, oui, c'est quand même dur maintenant pour lui. Enfin, il y aura du beau monde, hein. Et puis, pareil, la Vuelta, effectivement, ça peut bien lui convenir, mais on sait que normalement, il y aura Mathieu Brennan sur la Vuelta, donc il va être dans un rôle Il de sera à son poisson service. pilote. Et puis, j'entends que Wout van Aert, il veut viser les mondiaux en fin d'année, enfin, les mondiaux de Montréal. Ouais, enfin, c'est dur quand même, Donnez hein, le donc, maillot à Poggi, quoi. Donnez le maillot à Poggi, quoi. voilà, voilà, enfin, je pense qu'il va être là. Et je pense qu'il va nous faire des merveilleuses choses en termes d'équipier notamment. On n'oublie pas cette passe D qu'il a fait à Simon Yates l'année dernière, c'est juste phénoménal. Il va nous faire un ou deux. En grand tour, il gagnera toujours un ou deux succès, je pense, parce qu'il a cette récupération sur les étapes qui est quand même, je trouve, assez exceptionnelle, mais qui ne fonctionne pas sur les classiques. Et le problème de Van Aert aujourd'hui, finalement, je pense, c'est Poggi. C'est Poggi parce que les courses sont tellement dures avec Tadej Pogacar. Je pense vraiment que s'il n'y avait pas Poggi, il aurait une chance. Il aurait une chance parce qu'il est même profil que Pedersen. Van Der Poel, il serait super observé sur les Flandriennes. Donc, il pourrait avoir une chance. On l'a vu, Van Der Poel, il peut être faillible de temps en temps. Mais avec Poggi qui va au Tour des Flandres, qui a pas le choix et qui va lancer encore une fois la course de très loin, idem Poggi sur Roubaix et tout. Ouais, j'ai peur que malheureusement ça soit compliqué pour Wout van Aert. On va suivre ça avec attention. En tout cas, bon, bah, c'est sûr que voilà, ce sera de par sa régularité encore un des plus gros pourvoyeurs de très bons résultats pour l'équipe Visma. Troisième leader de cette équipe, un coureur qui est encore une fois lui aussi très très consistant. Et peut-être qu'il arrivera aujourd'hui à passer ce stade de la consistance pour vraiment aller chercher des grands succès. C'est le double vainqueur de Paris-Nice, Matteo Jorgensen, transfuge depuis 2 saisons de l'équipe Movistar où il avait éclos. Jorgensen, c'est un coureur du coup qui sait tout faire. Chaque année, on le voit sur Paris-Nice, il a gagné les 2 dernières éditions. On le voit également sur les Flandriennes, même s'il manque un petit peu de caisse sur ses courses, c'est quand même un des principaux acteurs. Il fait top 10 de toutes les Flandriennes. Il a d'ailleurs gagné à travers les Flandres il y a 2 ans. Il est également super précieux comme équipier sur les grands tours. Il fait même top 10 de la Vuelta, il me semble. Et là, il rate un peu son Tour de France. Mais c'est quand même un mec, on se souvient en première semaine, quand ils sont 6 dans les étapes punchy, il est encore là. Donc Jorgensen, j'ai l'impression que c'est le genre de coureur un peu à tout faire. Mais est-ce que Poppy, c'est pas un peu limitant aussi pour ce profil? Parce que Jorgensen, cette année, il va faire les Ardennaises comme premier objectif. Je pense qu'il va y briller, mais quand tu vois qu'il y aura des Remco, des Poggi, est-ce que est-ce que ce sera suffisant pour Jorgensen? Sur le tour, il va revenir en équipier de Jonas Vingegaard. Donc, où est-ce qu'il peut vraiment briller, ce coureur, cette saison? Et est-ce qu'il va pouvoir vraiment aller chercher des belles choses pour lui-même? En soi, il peut briller partout, Matteo Jorgensen. La question est, est-ce qu'il peut aller chercher une victoire cette saison sur les courses sur lesquelles il s'aligne? Alors, il s'aligne sur des courses
très intéressante. La Drôme et l'Ardèche en début de saison, je pense, pour se lancer un petit peu. Ensuite, il ira sur les Stradés. Il y a ce Tirreno très intéressant. J'ai bien envie de le voir sur Tirreno, ce que ça peut donner Matteo Jorgensen, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa en concurrence avec des mecs comme Roglic, comme Gros aussi qui sera là, etc. Voilà, je pense que sur ce Tirreno, ça va être un peu le premier. Malheureusement, sur les courses d'un jour, sur les classiques, donc l'enchaînement Milan-San Remo, Amstel, Flèche, Liège, je pense que ce sera un peu léger. Voilà, la Flèche Wallonne, je pense qu'il y a des bien meilleurs punchers que lui. Sur l'Amstel et sur Liège, je sais pas, ça dépend vraiment de la start list aussi. Et je pense que l'objectif principal de Jorgensen, je suis même pas certain que ses objectifs principaux soient plutôt là-dessus. Oui, la Visma met des cartes parce que bah voilà, tu as la perte de Tige Benoît, tu as un Wout van Aert qui est plus forcément à son grand niveau. Donc, tu n'as pas des victoires avec Jorgensen sur ces courses-là. Mais bon, voilà, sur une course comme l'Amstel, bah, tu vas forcément retrouver Remco Evenepoel. Sur une course comme Liège, tu vas aussi avoir des mecs en plus, en plus de Remco, des mecs comme Thibaut Nice, par exemple, qui seront là. Ouais, c'est très difficile. Je pense que Matteo Jorgensen peut vraiment briller sur les courses. C'est sûr qu'on le verra à l'avant. Encore une fois, ça va être ce syndrome Van Aert qui va avoir. Limite, on va appeler ça un syndrome Visma. Il sera présent, il sera très fort, mais je le vois pas forcément aller gagner. Alors, il y a peut-être ce Tirreno qui peut aller chercher. Pourquoi pas le voir ce que ça peut donner sur ce Tour de Suisse. Et puis ensuite, bah voilà, le Tour de France, ça sera clairement un équipier de Jonas Vingegaard. Donc voilà, j'ai peur que Matteo Jorgensen finisse potentiellement la saison sans aucune victoire, en tout cas sans peut-être une victoire sur des étapes, mais en tout cas sans victoire sur des courses majeures. Mais là où je pense qu'il pourrait le plus performer, pour moi, ça serait sur ce Tirreno début mars. Ouais, Simon, c'est quoi ta vision de Matteo Jorgensen? Dur à cerner quand même et dur à cerner son plein potentiel finalement. En fait, c'est le souci un souci un peu un problème de riche, c'est-à-dire qu'il est très bon partout, mais il est excellent nulle part, il est le meilleur nulle part. Et au final, ça donne un coureur qui est capable de peut-être jouer le top 5, voire le podium d'une Vuelta, voire d'un Giro. Mais le problème, c'est que bah, il y a Vingegaard, donc il faut épauler Vingegaard. Moi, je regrette qu'il n'ait pas encore eu vraiment de leadership sur un grand tour, parce que je pense qu'il a les capacités de faire quelque chose de bien. Et là, on le bride un peu. On dit, tiens, tu vas faire l'équipier de Vingegaard sur le tour, tu vas faire les Ardennaises, alors que bah, enfin, j'ai checké un petit peu, il a participé à 6 courses des 3 classiques ardennaises depuis le début de sa carrière, donc déjà 6 fois, c'est pas beaucoup. Sa meilleure place, c'est 32e de la Flèche Wallonne, alors qu'il a au moins fait une fois les 3, donc ça veut dire qu'il n'y a sur aucune des courses. Comment? C'est pas un puncher, c'est ça le problème. C'est ça. Donc en fait, ça lui convient pas. Je sais même pas pourquoi on l'envoie là-dessus. Parce que on peut pas, en fait, on l'envoie même pas non plus les Flandriennes parce qu'il y a Van Aert, pas sur un grand tour parce qu'il y a Vingegaard. Donc en fait, il a un peu les fesses entre deux chaises. Et puis bah voilà, on dit bah écoute, là il y a personne, donc on va te mettre là, tu seras leader et fais ce que tu peux. Donc à la rigueur, peut-être l'Amstel où on va dire que ça ressemble un petit peu au parcours. Enfin, disons que c'est la course qui ressemble le plus un peu aux Flandriennes, mais il pourra peut-être faire une belle place, mais de là les gagner, j'y crois pas. Puis alors la Flèche et Liège, pour moi c'est nada. Donc vraiment, en fait, je trouve qu'ils exploitent pas du tout bien son potentiel. Et en fait, bah ouais, il va peut-être pas les gagner grand-chose. Je suis d'accord avec Poppy, peut-être Tirreno pourra faire quelque chose, parce que j'ai l'impression que sur les courses d'une semaine, c'est ce qui lui convient le mieux, ces courses-là. Mais voilà, je regrette qu'on lui donne pas un peu plus sa chance en tant que vrai leader sur des courses qui lui conviennent bien. Donc ouais, pour moi, Jorgensen, c'est un peu du gâchis dans cette équipe. Est-ce que Nico, on peut dire que c'est un petit peu le sacrifié de cette saison, j'ai l'impression, hein, Matteo Jorgensen? Vous avez vu le programme? C'est lui le sacrifice. Il se tape Pogacar toute l'année. C'est une catastrophe. Il se le tape. Non mais écoutez ça. Il se tape Pogacar au Stradé, à Milan-San Remo, sur Liège, sur le Tour de Suisse et évidemment sur le Tour de France. Mais bon, là, il sera pas leader. Putain, mais c'est une horreur. C'est-à-dire que tous les objectifs, effectivement, il y a Tirreno.
Bon, et éventuellement l'Amstel, parce que il ferait pas forcément le triplé ardennais cette année. Poggi, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation qui dit finalement j'ai des bonnes jambes, je vais faire le triplé ardennais, mais comme il a enchaîné le Tour de Romandie après, il le fera certainement pas. Donc il y a 2 moments dans l'année sur des courses majeures où voilà. Et puis j'ai pas dit, il est annoncé comme leader de la Visma sur le Lombardie à la fin de l'année. Devinez qui gagne le Lombardie chaque année depuis 5 ans. Non mais le pauvre quoi, il se tape Poggi mais toute l'année sur toutes les courses. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais courir en même temps que Pogacar en ce moment, c'est pas pratique pour avoir un palmarès. Donc c'est une catastrophe. Et puis en plus, il a un profil tellement particulier. Moi, je suis d'accord. Le profil de Matteo Jorgensen, c'est un spécialiste des cours d'une semaine. La preuve avec son palmarès sur Paris-Nice, avec ses bonnes performances sur des courses comme le Critérium de Dauphiné aujourd'hui, un Tour de Romandie ou voilà. Bon, le problème c'est que oui, le Tour de Suisse et le Tour de Romandie, ça lui convient bien. Le problème c'est que cette année, il y a Poggi, donc c'est pas pratique. Mais sinon, c'est des courses qui effectivement de niveau World Tour qui lui conviendraient extrêmement bien. Tirreno, ça lui convient très bien, mais le problème c'est que cette année, le parcours c'est fait pour faire gagner un Filippo Ganna avec très peu de dénivelé. Or lui, pour lâcher un Ganna, il a quand même besoin d'avoir des côtes et des cols un petit peu. Donc il a ce profil justement de rouleur, grimpeur, très bon sur les courses d'une semaine. Et là, on l'envoie faire des classiques où il va se prendre des tôles de la part de Pogacar, voire Remco et compagnie. Sur les Stradés, il va se faire écarteler. Sur le Tour de Suisse, j'en parle même pas. Si Pogacar est à son niveau, ça va être un massacre. Et sur le Tour de France, il est coéquipier de Vingegaard. Et justement, parce qu'il ne peut pas être leader sur le Tour de France. Il n'a pas le niveau, en tout cas, pour jouer un top 5 ou un podium de Tour de France. Donc oui, il a un profil à la Roglic du pauvre, on va dire. C'est-à-dire moi, je pense que c'est un super spécialiste des courses d'une semaine. Il n'a pas le profil pour gagner un grand tour parce que trop limité en haute montagne, malheureusement. Et il est bon sur les classiques parce que voilà, mais c'est parce qu'il a une bonne endurance et que c'est un profil passe-partout. Mais c'est pas un spécialiste de classique. Matteo Jorgensen, c'est un bon coureur de classique, il peut se démerder, mais c'est pas un spécialiste. Donc oui, là effectivement, il va pas être coéquipier de Vingegaard comme l'année passée où il va avoir exactement le même programme. Le problème, c'est que comme Vingegaard fait pas le même programme que Pogacar, c'est qui se tape Pogacar? C'est l'ami Matteo Jorgensen de Walnut Creek à côté de San Francisco. Ouais, mon avis c'est que on se trompe un peu sur Matteo Jorgensen chez Visma et en plus de ça, il subit le syndrome du coureur touche à tout dans les équipes où il y a des très gros leaders. Il subit un peu il subit déjà ce qu'a subi Wout van Aert de nombreuses années, c'est-à-dire que t'es tellement précieux avec toutes tes capacités, tu grimpes bien, tu roules bien, etc., que forcément, du coup, on te met déjà sur le grand tour où va être ton leader. Donc Matteo Jorgensen, déjà, il sait que dès que les classiques sont finis, le reste de la saison, elle sera dédiée à Jonas Vingegaard. Donc ça, et je pense à la saison dernière où sur le il a dû enchaîner Tour de France et Vuelta, alors que le Tour de France, ça s'est quand même mal passé. Il était malade, il me semble. Donc, il a pas pu se reposer. Et du coup, la fin d'année de Jorgensen après la Vuelta, alors là, il s'est plus rien passé. Il était cuit, le pauvre. Il a encore fait une super Vuelta en terminant 10e, mais il a pas du tout aidé. Sur les classiques, pour moi, il manque clairement de caisse. On le voit, Tour des Flandres, sur les 30 derniers kilomètres, il explose complètement alors qu'il est dans le groupe de base pour faire 5 dans les 5 premiers. Il explose vraiment complètement. Je me souviens sur Tour des Flandres également 2024 où c'est un des seuls à suivre Van Der Poel. Il explose complètement. Il finit 40e, il me semble. Donc, les classiques, je pense que pour l'instant, on est sur un problème d'endurance pour Matteo Jorgensen, il craque souvent dans la dernière heure des classiques. Moi, je pense vraiment que c'est, comme tu as dit, Nico, un pur coureur de course par étape d'une semaine, où là, il peut vraiment être très très fort. Et moi, je pense vraiment qu'il a un potentiel sur les grands tours, parce que faut pas oublier cette saison 2024 en 2025, en trompe-l'œil, où finalement il était malade sur le tour, mais après la première semaine, il a été hyper fort. La Volta, il était rincé de tout ce qu'il avait fait sur la saison, mais en 2024, j'oublie pas son Tour de France, où il finit 8e, alors qu'il a complètement raté son début de Tour de France, mais il est hyper fort ensuite. Jorgensen en roulant pour Vingegaard, on n'oublie pas que sans un Pogacar stratosphérique, c'est lui qui gagnait à Isola 2000. Donc non, moi je pense vraiment qu'en haute montagne, Matteo Jorgensen, c'est un coureur typiquement qu'il est à la caisse sur 3 semaines.
Ah bah, et on Moi, n'a c'est les jamais grosses pu. semaines qui me font peur. Mais en fait, on peut pas savoir. On l'a jamais. La seule fois où vraiment, on l'a jamais testé en tant que leader. Il a fait trois grands tours. Enfin, avec Visma en tout cas. Le premier, c'était ce Tour de France 2024 où il fait huitième quand même. Il a bossé tout le Tour de France pour Vingegaard. Et oui, quand on voit comment il a fini ce Tour de France 2024, enfin, l'étape d'Isola, il était trop fort. Hein. Il était vraiment trop fort. Il lâche tout le monde. Donc, ouais, non, mais pour moi, il peut avoir la caisse. Il a aussi un excellent niveau en haute montagne. Et les deux autres grands tours qu'il a fait, c'est l'année dernière où effectivement, bon, malheureusement, il tombe malade à la moitié du Tour de France. Et effectivement, ensuite, il a un niveau très décevant. Et la Vuelta, on va pas prendre en compte. Enfin, il a encore une fois dû faire l'équipier. Il était à fond sur les classiques, il était à fond sur le Tour de France. Il était rincé, le pauvre. Donc, moi, j'aimerais qu'on lui donne sa chance à Matteo Jorgensen. Et il peut cette Pour une année, Vuelta, ça aurait été parfait sur on la lui file une Vuelta. Vuelta comme leader, quoi. Mais non, parce qu'il faut qu'il soit au Tour de France à 100% de ses capacités pour aider Jonas Vingegaard, parce que son profil est trop précieux pour. Et en plus de ça, maintenant qu'il n'y a plus Simon Yates et que Sepp Kuss va déjà être sur le Giro, tu peux pas te passer de Jorgensen en équipier sur le Tour. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est sacrifié. Mais moi, j'aimerais vraiment une saison où Jorgensen peut être un peu libre et jouer sa carte sur toutes les courses d'une semaine et ensuite sur un grand tour, parce que je suis sûr qu'il a le potentiel pour à minima pour l'instant faire un top 5, voire plus tard. Enfin, quand tu es aussi costaud et aussi bon dans tous les domaines, tu es un profil parfait pour un coureur de grand tour. Il y en a plein. Tom Dumoulin, il a remporté un grand tour quoi, avec un profil un peu similaire. Donc je vois pas pourquoi pour Jorgensen ce serait pas possible. Et laissons-le un jour se tester. Donc voilà, moi c'est un coureur que j'aime bien et je trouve que malheureusement une fois son début de saison Paris-Nice ou là cette année passée, il va encore subir un peu tout ça. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais en même temps, voilà, Tige Benoît t'es plus là, on n'a pas le choix, on te rapatrie sur les Ardennaises parce qu'il faut quand même qu'on ait Visma et qu'on existe sur ces classiques. Donc Ouais, mais on est donc d'accord qu'il voilà. n'a pas le profil d'un Ardennais. Bah non, mais encore une fois, je suis Ah non, sûr mais qu'il fera justement. des très bonnes courses parce qu'il est hyper costaud et il sera dans le top 15 à l'arrivée, j'en suis persuadé, des trois Ardennaises. Mais pour gagner, il faut vraiment être spécialiste et là, lui, c'est un coureur ultra costaud. Donc pour moi, je le verrais bien plus sur des courses par étapes et pour moi, c'est là-dessus qu'il doit construire sa carrière. Je sais pas si vous avez encore Peut-être envie de réagir peut-être sur sur ce Jorgensen, ouais. un point peut-être justement, mais très rapide, parce qu'il faut qu'on avance. Euh, Peut-être que si Vingard a la chance que le Giro ça se passe bien et qu'il le gagne, peut-être que le leader sur le Giro de l'année prochaine, faute de d'autres grands leaders, peut-être qu'ils vont le donner à Jorgensen, puisque pour le Ah coup, peut-être qu'ils bah vont oui, peut-être oui, oui, oui. adapter les programmes, ce serait cool, parce que je pense que sur le Tour de France, ça reste un peu juste, Jorgensen, par rapport à la concurrence. Par contre, sur un Giro, une Vuelta, comment ça se passe? C'est un mec qui peut jouer le top 5, voire le podium. Mais sur une Giro, une Vuelta, pas un Tour de France pour moi. Mais Oui, c'est oui, voilà. oui. Après, le temps, il passe. Hein. Jorgensen, c'est plus non plus. C'est un jeune coureur, mais je sais pas, Enfin, il va 26 avoir ans, ça va. 26 ans. Oui, oui, bah, enfin, le temps passe. Hein. On a des monstres qui arrivent, qui ont 19-20 ans et qui peuvent déjà faire des grosses performances. Donc, voilà, on espère pour lui qu'il va pouvoir quand même exprimer son potentiel. Pour cette dernière partie d'émission, on s'est dit qu'on allait chacun parler d'un coureur et à nous donner un petit peu, enfin qu'on a envie de suivre finalement dans cette équipe parce que soit il est très prometteur, soit il a déjà fait des grosses performances. Poppy, qui est-ce que tu as choisi? Eh ben écoute, moi j'ai pris Jørgen Nordhagen, 21 ans, coureur à la Visma Lease Bike, le Norvégien. Coureur profil intéressant, jeune, qui est en train d'exploser complètement. Euh, Troisième du Tour de l'Avenir, par exemple. Il avait fait aussi le Guangxi en fin de saison où il finit cinquième. Son programme pour l'instant, il est pas encore du tout étoffé. Hein. Il y a que la Vuelta qui a été annoncée pour lui, mais encore une fois, voilà, c'est un jeune coureur dans la filière Visma qui, voilà, on le sait, est quand même un grand nom du cyclisme, donc forcément, ça aide quand tu as envie de progresser. Mais voilà, à voir comment il peut se développer justement, comment il peut progresser. Ça peut être une saison vachement intéressante où justement, voilà, tu es en train un peu dans la Visma. Alors, on n'est pas en transition, on l'a dit, mais on est quand même dans une saison qui risque d'être assez compliquée si les résultats viennent pas. Et c'est justement une saison où un mec comme Nordhagen qui cherche un petit peu à faire quelques courses, à aller se confronter aux meilleurs, etc., va pouvoir faire aussi ses preuves, voir ce qu'il en est. Un peu à l'image de Mathieu Brinnan, par exemple, la saison passée. Donc voilà, je pense que ça peut être une saison très intéressante pour Nordhagen.
qui est voilà, plutôt un coureur de grand tour, en tout cas de course à étapes. Et ouais, je pense que ça peut vraiment être intéressant dans une équipe comme la Visma, là, qui est un petit peu, j'ai pas envie de dire déstructurée, parce que tu gardes quand même ton leader Vingegaard, t'as quand même la carte Van Aert, t'as Jorgensen qui est là, mais voilà, c'est une équipe qui se repose pour l'instant sur ces trois coureurs-là. Et je pense que si Nordhagen se gère bien, que la Visma gère bien le management autour de lui, et ben on peut avoir vite un coureur qui commence à prendre sa place et on pourrait avoir par exemple un duo, bah, on avait le duo Vingegaard-Van Aert, bah, on pourrait avoir un duo Nordhagen-Brennan maintenant. Donc ouais, hâte de voir comment sa saison peut se passer, comment il peut évoluer et les résultats qu'il peut obtenir. Mais je pense que ça peut vraiment être... Enfin, je pense et je suis persuadé que ce coureur va complètement exploser et qu'on va avoir vraiment un monstre au sein de la Visma. Et voilà, encore une fois, il ne faut pas en faire trop vite, trop tôt. Il a quand même 21 ans. Mais ouais, clairement, je pense que cette saison-là, elle peut être vraiment charnière dans sa carrière et ça peut lui offrir un bel axe de progression et un bel axe aussi de mise en avant. Et il peut prendre une place assez intéressante au sein de l'effectif de la Visma. Tout à fait. Simon, est-ce qu'avec ce doublé de Giro Tour pour Vingegaard, c'est pas l'occasion pour Jürgen Nordhagen de se tester très tranquillement sur la Vuelta cette année? Ouais, surtout qu'on sait que la Volta, c'est quand même le grand tour où les jeunes coureurs se révèlent souvent. Donc, je trouve que son calendrier est plutôt bien pensé. Voilà, on l'a pas encore tant, enfin, on l'a vu plutôt en 2024 et un peu moins en 2025, il me semble. Donc, bon, voilà, à voir s'il arrive vraiment à franchir justement ce cap qui lui permet vraiment de briller au niveau World Tour, parce que bon, le Tour de Guangxi, c'est du World Tour, mais c'est du World Tour de bas étage. Donc voilà, à voir si vraiment sur la Volta, il peut pas aller chercher peut-être un fond de top 10, quelque chose comme ça, pour justement vraiment prouver qu'il a les capacités, un peu à la manière d'un Utoy Brooks ou d'un Lipovitz qui avait fait leur premier top 10 de Grand Tour sur la Volta. Donc ouais, Nordhagen, c'est un profil ultra intéressant. Ouais, Nico, je vais pas non plus te faire un épiloguer sur Nordhagen parce qu'on en a beaucoup parlé On dans en a notre parlé. émission sur les jeunes, hein, mais en tout cas, on va le suivre avec attention. Et comme on s'était dit, et Poppy l'a très bien dit, le duo Brennan-Nordhagen, notamment sur la Vuelta, on va l'attendre. Ah oui, clairement, c'est ce qu'on va regarder. Et c'est vraiment les deux. Ils ont beaucoup de bons jeunes, mais c'est vraiment les deux méga pépites dont on avait parlé dans l'émission. Merci pour le succès qu'elle a eu. Si vous nous écoutez, on vous remercie. Et puis, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ici, on est assez d'accord. Les deux jeunes, ils vont crever l'écran. Maintenant, on sait voir à quel niveau ça va exploser. On sait que ça va exploser. À voir à quel niveau, quoi. C'est un Ouais. peu ça la question. Bah, en tout cas, grosse curiosité de Nordhagen. Je pense que c'est un pur coureur de course par étape, donc on va vraiment voir. Je pense que lui aura un terrain assez libre cette année, contrairement à Jorgensen pour s'exprimer. Et je pense vraiment qu'il va débuter sur la Volta, donc j'ai hâte de voir ça. Donc, tu as bien fait d'en parler, Poppy. Simon, est-ce qu'il y a un coureur, toi, qui te fait de l'œil dans cette équipe que tu vas suivre cette année? Bah, je vais pas faire très original, hein, on va rester sur votre émission des pépites, c'est Mathieu Brennan. Euh, Ah, bah bien voilà, sûr. bah oui, parce que pour le Il coup, vient de lui, il a gagner. vraiment... Comment? Il vient de gagner. Oui, oui, il vient de gagner, donc c'est quand même très, très prometteur. Et surtout, bon, il a quand même un petit peu déçu au Down Under. Je trouve qu'on s'attendait, quand on avait fait la preview, on s'attendait un peu plus. Mais quand on voit ses perfs, Personne l'a mis vainqueur. Personne l'a mis vainqueur de ce Down Under, Simon, tu mens. oui, oui, on citera pas de nom, on citera pas de nom. Non, mais c'est quand tu vois ce qu'il a pu faire, notamment en Catalogne ou en Romandie, il me semble, c'est déjà très costaud. Il gagne pas devant des top coureurs, mais tu sens quand même qu'il y a un gros potentiel. Donc ouais, c'est clairement un coureur que j'attends. Il va faire Milan-San Remo, il va faire les Flandriennes, et ça m'étonnerait pas qu'il fasse déjà des top 10 sur beaucoup de ces courses-là. Évidemment, un peu juste pour aller les gagner directement, mais ça m'étonnerait pas que sur Milan-San Remo, il finisse dans le groupe derrière Pogacar, Van Der Poel, ou voir les deux trois autres qui ont suivi, et lui derrière, il règle le sprint parce que ça reste une course longue, mais pas si difficile. Il passe super bien les bosses. Voilà, les Flandriennes, on a vu aussi qu'il était plutôt à l'aise la saison passée. Et la Vuelta, ça peut être vraiment l'occasion aussi de gagner ses premiers succès en Grand Tour. On sait qu'il n'y a jamais beaucoup de sprinteurs sur la Volta parce qu'il y a peu d'étapes pour eux. Donc vraiment un beau programme, un beau calendrier et pas mal d'occasions de faire des accessibles, voire d'aller chercher ses plus belles victoires jusque-là. Poppy, est-ce que on peut se demander en fait si c'est pas trop lourd mine de rien. Alors c'est une pépite incroyable, Mathieu Brennan, mais on va lui faire porter mine de rien beaucoup de résultats de l'année, notamment au sprint de la Visma tout seul sur le dos. Est-ce que c'est pas un risque pour un coureur qui a seulement 20 ans, on le rappelle?
Ça peut être un risque. Encore une fois, voilà, c'est en fait malheureusement quand tu es un coureur qui se révèle à un jeune âge, tu vas forcément être sous le feu des projecteurs et tu vas forcément avoir de la pression sur les épaules. Ce qu'il faut, c'est aussi oublier un petit peu ce côté-là pour Mathieu Brunan, continuer à courir comme l'année passée. Hein. L'année passée, quand on le voit courir, ça se ressent clairement qu'il est en plein kiff de lutter pour les victoires. Donc voilà, il faut juste que sa saison elle se lance tranquillement. Il vient de récupérer une première victoire sur le Down Under. La saison est encore très longue, donc il a vraiment tout le temps devant lui aussi pour récupérer des victoires et engranger aussi de la confiance. Voilà, évidemment, t'as de la pression parce que les résultats de l'équipe, elles se font ressentir sur lui. Après, l'équipe peut pas non plus lui reprocher à 20 ans de ne pas obtenir les résultats et de pas pouvoir ramener des points à l'équipe. Hein. Il faut aussi que la Visma travaille pour l'encadrer, pour le mettre dans la disposition optimale en course et hors course. Donc voilà, je pense que Mathieu Brennan, ce qu'il faut faire, c'est laisser la pression de côté, continuer à se faire plaisir et les résultats, ils vont forcément arriver avec le temps. Il y a pas d'inquiétude à avoir pour Mathieu Brennan. Ouais, c'est clair. Et Nico, après ta prédiction foireuse de Mathieu Brennan, vainqueur du Tour Down Under, est-ce que tu en as Il a une autre gagné une étape. Est-ce que tu as une autre prédiction foireuse à nous donner sur sa saison? J'adore, c'est un secret pour personne. J'adore Matthew Brennan, ce genre de profil. Est-ce que c'est pas le genre de gars qui irait nous taper, comme il a peut-être manqué de caisse sur la fin de saison, mais comme il est assez en forme ce début de saison, est-ce que c'est pas le genre de mec qui irait nous taper un Newsblatt ou un Kurt Bruxelles-Kurn par exemple? Ce serait bien le genre. Et puis il va revenir sur le Tour de Suisse en deuxième partie de saison, donc certainement, moi je le vois bien, s'il est en forme sur le Tour de Suisse, je le vois bien remporter 2 ou 3 étapes. Et pourquoi pas sur le Tour de Suisse, si Pogacar la joue relativement tranquille au niveau victoire d'étape, et vu les programmes du Tour de Suisse, je le vois bien récupérer le classement par points du Tour de Suisse, à l'image d'un certain Peter Sagan la décennie passée. Tout à fait. Nico, est-ce que toi, tu as un coureur là? Tu te dis, ah ouais, lui, il faut le suivre cette année. Ah, moi, il y en a plein dans cette équipe. Il y en a plein. Je voulais vous parler de. Moi, j'adore Ben Tulette. Donc, ce sera pas Ben Tulette, mais j'adore Ben Tulette. Donc, je voulais le. Là, il va avoir de la place. Et puis, lui, c'est un vrai puncher pour le coup. Donc, voilà. Moi, je vais vous parler d'un autre puncher. Et on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission. Alors que, mine de rien, bah, c'est l'une des plus grosses signatures de la Visma. Ça fait mal de dire ça pour une aussi grosse équipe historiquement. Mais c'est Louis Barré, le Français de 25 ans. On va voir cette saison qui est-ce que c'est Louis Barré. Est-ce que Louis Barré, c'est juste. Bon, c'est un petit coureur sympa, mais il va rentrer dans le rang et puis finalement, voilà, bon, pas pire, pas mieux, mais voilà. Ou alors, est-ce que Louis Barré va rentrer dans le top 100, le top 50 des coureurs mondiaux, va nous faire une Christophe Laporte, c'est-à-dire je suis un peu leader, un peu touche à tout dans une équipe de second rang comme j'étais la saison passée à Intermarché, et puis en fait à la Visma j'ai une autre structure, et puis pour le coup, j'ai de la place, parce qu'on l'a dit, hein, ça manque de profondeur de banc. Est-ce que Louis Barré ne pourrait pas profiter de cette saison, alors qu'il a que 25 ans, il est du 6 avril 2000, il va fêter ses 26 ans le 6 avril. Est-ce que Louis Barré, à l'image d'un Christophe Laporte, dans une équipe comme ça, avec en plus de la place au niveau des coureurs, on va dire des lieutenants, des coureurs un peu de second rang, mais qui ne sont pas que des coéquipiers, qui peuvent quand même jouer leur carte, est-ce que Louis Barré, cette saison sur des classiques, va pouvoir confirmer sa belle saison de l'année passée et pourquoi pas aller nous chercher des beaux résultats, pourquoi pas des top 5 sur, je sais pas, une Flèche Wallonne, une Amstel, une Classica San Sebastian, des classiques québécoises. Est-ce qu'il va aller claquer une étape, pourquoi pas sur le Tour du Pays Basque? Voilà. Il a un programme avec beaucoup de courses qui lui conviennent et il y a un peu plus de place qu'à l'époque dans cette équipe Visma et pourquoi pas, alors c'est pas une prédiction parce qu'on ne sait pas, mais pourquoi pas un destin à la Christophe Laporte pour lui, qui justement, Christophe Laporte, on l'avait vu à 27-28 ans, a changé d'équipe, est arrivé dans cette équipe Visma et a fait des super résultats et a pu débloquer un semblant de palmarès tout en étant au service de ses leaders. Est-ce que Louis Barré, ça peut pas être j'arrive à faire des beaux résultats tout en étant au service de mes leaders, surtout sur un secteur de puncher, un secteur ardennais qui n'a pas de vrai leader, et donc ils vont venir avec des grosses équipes parce que c'est la Visma, mais du coup comme il n'y a pas de vrai leader auquel se mettre à son service, ouais il y a Jorgensen, mais bon Jorgensen on l'a dit dans cette émission, c'est pas une assurance tout risque. Est-ce que lui peut pas jouer sa carte et dire bah en fait moi comme je serai le plus fort de la Visma dans le final, je vais aller chercher des top 5 sur les Ardennaises ou des courses avec ce profil là. Pourquoi pas Louis Barré, à lui de nous montrer cette saison qu'il peut se faire un nom. Poppy, Louis Barré chez Visma, c'est une belle curiosité, t'en penses quoi?
Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce transfert. Louis Barré, on le sait, qui peut être très fort. Il avait été très fort dans les Flandriennes, mais aussi sur les Ardennaises. Hein. Il fait quand même sixième de l'Amstel en 2025. Et puis, je crois qu'il fait il fait un. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semblait qu'il faisait un bon résultat aussi sur le Tour des Flandres une année, mais je sais plus laquelle. En tout cas, Louis Barré, un profil très intéressant pour la Visma. J'aime beaucoup ce que tu dis, Nico, notamment au fait d'un Louis Barré qui accompagne les leaders et qui derrière peut se retrouver à jouer dans le top 10, voire dans le top 5 de ces courses-là. C'est intéressant. Puis c'est un coureur qui, voilà, on le sait, il a des bonnes aptitudes, il a un bon profil pour ces courses-là. Donc, ouais, pourquoi pas. Louis Barré, j'aime bien. Je pense que c'est un coureur qu'on va peut-être beaucoup plus voir déjà du fait qu'il soit à la Visma, mais peut-être aussi du fait que bah, quand tu arrives dans une grosse équipe, mine de rien, c'est peut-être pas par hasard. Et peut-être que Louis Barré, en quittant la Wanty pour revenir, pardon, pas pour revenir, mais pour venir à la Visma, ça peut peut-être lui donner aussi la confiance nécessaire pour se dire, bah, peut-être qu'en fait j'ai les capacités pour aller jouer des coudes avec d'autres coureurs dans certaines courses, notamment les Ardennaises et les Flandriennes, et pourquoi pas aller chercher du coup bah, des très bons résultats. Mais Louis Barré, ouais, c'est très intéressant. Ça va être très intéressant à suivre cette saison de Louis Barré, mais comme ça peut être aussi un désastre, on le sait, les saisons cyclistes, elles sont jamais comme on le pense, donc à voir. Mais en tout cas, il a tout, il a quand même, je pense, beaucoup de qualités pour lui permettre de réussir. Ouais, Simon Louis Barré, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année. Oui, oui, sur PCM. PCM, tu parles de ça. Sur En PCM, mode facile. après un stage qui te fait plus 3 sur ta note Ouais, c'est de ça. moyenne montagne. Ouais. Non, bah, en vrai, c'est un des paris intéressants, je trouve, avec Piganzoli. En fait, le problème, c'est qu'on a deux exemples un peu différents. Laporte qui a explosé presque tout de suite en arrivant chez Visma. Et l'exemple de la saison passée d'Axel Zingle qui a fait une première saison, on va dire, un peu moyenne. Donc, il peut très bien faire un début de séjour à la Visma comme celui de Laporte ou comme celui de Zingle. Je pense que ça dépend vraiment du coureur, de sa mentalité, de sa capacité à s'adapter à une nouvelle façon de travailler. On sait que chez Avisma, c'est quand même assez particulier. Je crois que j'avais entendu un extrait de Bruno Armirail qui disait que bah, c'était pas du tout pareil, la façon dont on bossait chez Visma que chez Decathlon, alors que Decathlon, c'est une équipe déjà très pro. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir digérer tout ça et ses résultats dépendront de sa capacité à justement comprendre tous les rouages de sa nouvelle équipe. Tout à fait. Et bah écoutez, moi j'ai un coureur que je vais suivre, c'est Ben Tollett. Alors Ben Tollett Ah, qui est voilà qui est un coureur qui est encore plutôt jeune, hein, puisque il a que 24 ans. C'est un cours, on il va est dire super, un Bentley. grimpeur puncher. Il a des super performances l'année dernière, hein. On se souvient qu'il a quand même fait deuxième de Milan-Turin, battu de très peu par Isaac Del Toro. J'ai souvenir de Ben Tullet sur le Dauphiné, qui était un des derniers équipiers de Vingegaard en montagne, hein. Il fait sixième de la grande étape de montagne du Dauphiné. Il fait 20e en moyenne de... Si tu prends sa moyenne sur l'Amstel, la Flèche et Liège, il fait 21, 19 et 20. Donc il est en second couteau, mais il est là. Je me souviens également que il remporte ouais, la semaine Coppi Bartali, c'est ça, sur Milan-San Remo. Il était derrière le quatuor qui est parti dans la Cipressa. C'était un coureur qui s'était isolé dans la Cipressa. Finalement, il a été repris, mais il fait des belles choses, Ben Tullet, mine de rien. Il fait troisième du Tour de l'Ain. Et puis on l'a vu également sur bah voilà, en fin de saison, également 14e du Tour de Lombardie, 6e du Tour d'Émilie, hein, alors qu'il y avait du grand monde. Donc voilà, c'est un coureur qui a été utilisé aussi beaucoup comme équipier, mais je trouve qu'il a franchi un vrai step l'année dernière, même s'il est encore évidemment loin de concurrencer les tout meilleurs. Moi, je suis assez intéressé de voir comment il peut évoluer. Cette année, il va découvrir le Tour de France en tant qu'équipier. Ouais. Il est annoncé, en tout cas, avec un leadership ensuite sur la Vuelta. Il fera également le Tour du Pays Basque, par exemple, où je pense que il aura un statut de leader pour l'équipe Visma. Donc, le Tour de Lombardie en fin de saison, il peut être également leader parce que je vois pas beaucoup de coureurs qui peuvent lui disputer ce statut. Donc, moi, c'est un coureur que je vais suivre. Nico, j'ai l'impression que toi aussi, il te tape un peu dans l'œil. Ah ben c'est la grande question que j'avais. Je t'ai laissé Ben Tullet parce que j'aime beaucoup Ben Tullet, je suis super content. C'est la grande question. Est-ce que c'est Louis Barré ou Ben Tullet? Alors, Ben Tullet a plus d'avance que Louis Barré, mais dans cette génération-là, ils ont un an d'écart les deux. C'est lequel qui va reprendre un peu cette place vacante de leadership sur les courses
profil de ce qu'on a dit, c'est-à-dire ardennais, c'est-à-dire Tour du Pays Basque, voilà, ce profil de puncher. Et Ben Tullet, c'est un bon grimpeur, mais c'est surtout un très bon puncher aussi qui peut vraiment, sur des séquences de 2-3 minutes, se faire très mal et développer beaucoup de puissance avec ce petit gabarit très tanké. Il fait moins d'1m70, Ben Tullet. Hein. Il est pas très grand, mais il est très, très véloce. Il a un style sur le vélo, on le reconnaît tout de suite. Et moi, j'attends beaucoup de Ben Tullet pour cette saison, tout autant que toi, Titien, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et surtout, il va découvrir le Tour de France. On sait que pour ce genre de coureurs qui sont pas forcément des stars dans le peloton, mais qui ont un bon niveau, c'est aussi un accomplissement pour eux d'être sur le Tour de France dans une grosse équipe avec un statut, de découvrir la plus grande course par étape du monde. Et ouais, et pourquoi pas un Ben Tullet. Alors, on sera bien sûr au service de Vingegaard et sur d'autres profils, pourquoi pas de Wout van Aert. Mais ouais, non, j'adore Ben Tullet et j'espère qu'il va faire une belle saison et qu'il va pouvoir acquérir un statut de coureur protégé vraiment à la Visma sur toute la saison, à part sur le Tour de France, bien évidemment, où là, c'est chasse gardée de Vingegaard. Ouais, Poppy Simon, c'est un coureur qui peut vous intéresser, qui peut évoluer ou vous le trouvez un peu limité? Je sais pas, moi c'est pas un coureur qui m'a trop qui m'a hype tellement que ça. Ben Tullet, c'est un très bon coureur quand même. Enfin, c'est un bon coureur capable d'obtenir des très bons résultats. Hein. Tu as dit avec ce Milan-Turin notamment, et puis cette constance sur la triplette Amstel-Flèche-Liège. Donc voilà, on verra ce qu'il est capable de faire cette saison. Je pense que moi c'est pas un coureur qui me tape plus à l'œil que ça. Donc forcément, Ben Tullet, j'ai du mal à le voir vraiment en tête d'affiche de la Visma cette année. Mais voilà, pourquoi pas, encore une fois, dans une équipe qui sera peut-être un petit peu en peine et qui aura besoin d'être épaulée par ses lieutenants pour aller engranger des points. Bah, pourquoi pas voir un Ben Tullet, justement, prendre les devants et aller chercher des bons résultats cette saison. C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas. Mais c'est dans ses capacités, c'est une certitude. Et voilà, maintenant, il va falloir être capable d'aller chercher ça, mais il est passé pas très loin de l'année dernière sur des courses intéressantes. Donc voilà, il faut aussi troisième de la Drôme. Donc non, il est capable d'aller chercher des bons résultats. Donc c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas pour cette année 2026 à Ben Tullet. Ouais, bah, pas grand-chose de plus à ajouter. Je suis un peu comme Poppy, je suis pas spécialement hypé par ce coureur, par son profil. Oui, il est capable de faire quelques bons résultats, mais je pense pas qu'il soit amené à devenir vraiment un coureur vraiment important de l'équipe. Voilà, peut-être devenir un très bon lieutenant, vraiment un des top équipiers, mais je le vois pas vraiment avoir un jour un gros rôle de leader, ou voilà, peut-être qu'il en claquera une belle en fonction des circonstances, mais pour moi, ça sera jamais vraiment un coureur sur qui il faudra compter sur toute une saison pour avoir un rôle de leader. Je pense, déjà 24 ans, à l'époque d'aujourd'hui, c'est entre guillemets un petit peu vieux pour se révéler. Donc voilà, à voir. Hein. C'est vrai que Vingegaard s'est révélé tard, mais bon, voilà, j'ai pas enfin, je vais pas le regarder attentivement. J'ai pas de grosses attentes envers Ben Tullet cette année. Très bien. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait tour de l'équipe Visma. Voilà, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Bon bah voilà, on peut dire qu'une grosse saison charnière les attend. Ce magnifique doublé enfin en tout cas que va tenter Jonas Vingegaard de Giro Tour. Est-ce que Wout van Aert enfin va claquer un beau monument flandrien? Est-ce que Mathieu Brennan va devenir un pur cadre du sprint? Et est-ce que les jeunes vont se révéler de la Visma? Et la question de fond, ça va être, est-ce que Visma va garder sa place de deuxième dans la hiérarchie mondiale? C'est tout ça qu'on va suivre cette saison 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci également de liker cette vidéo. Ça nous fait toujours super plaisir. Si vous nous écoutez en podcast, bah voilà, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas également voilà, vous pouvez nous noter, notamment sur Spotify. Si vous voulez nous mettre 5 étoiles, ça nous fait toujours aussi plaisir d'être aussi bien référencé. Et puis également, si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à la fois vous abonner à la chaîne et puis également à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la saison de la Visma. Je répète ce que j'ai dit au début de l'émission. N'hésitez pas également à adhérer à l'association Radio Fringale. Tout ça, ça se passe en commentaire et vous pouvez avoir des super chaussettes. Donc c'est l'offre, voilà, elle dure un mois là. Donc n'hésitez pas à foncer parce que les chaussettes, elles vont partir vite et après, c'est pas vous qui aurez les meilleurs watts. Donc voilà, foncez sur l'adhésion Radio Fringale et les chaussettes. Merci les gars de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à toi, Titien. Merci à toi, Titien.
Merci, c'était super. Et on arrive gentiment à la fin de ces previews, mais on s'en régale de vraiment énorme. Et puis, bon, vous l'avez vu, la saison a commencé, il y a eu les premières courses. Donc là, on est bien lancé. Tout à fait, il reste une équipe dont on va faire la preview dans quelques jours. On vous garde ça secret, on vous laisse deviner. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire de quelle équipe on va parler. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci les gars de m'avoir accompagné. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, on n'hésite pas à s'alimenter parce que la fringale guette. Ciao ciao. Ciao. Salut tout le monde. Des bisous à tous et allez, on va